présente donc le petit programme de 7 heures que nous allons passer ensemble, donc de 11 heures à midi. Le webinaire va durer 1 heure, donc c'est assez court. L'idée, c'est de vous donner un contenu assez technique, mais vous donner des bases et pour que vous puissiez après pleinement identifier d'une part des expertises et aussi les technologies qui pourront vous servir dans votre activité industrielle. Donc, moi, je suis Marielle Jaoudi, je me présente et je travaille à d'innovation et de développement de la région de Nouvelle-Aquitaine, ADI, et je co-coordonne le projet dynamique dans le cadre duquel nous filmons aujourd'hui ce webinaire. Avec moi aujourd'hui, vous aurez le plaisir d'avoir Johan Mollard, qui est ingénieur en robotique à Airlab, et Philippe Capdepuis de l'entreprise Génération Robots, qui va porter aussi à votre connaissance son témoignage plus industriel, plus pratico-pratique de cette technologie ROS. Alors tout d'abord, moi je vais vous présenter rapidement c'est quoi le dynamique, pourquoi ce contexte et qu'est-ce que cela vous apporte en dehors de ces séquences de webinaires très techniques et très intéressants. Ensuite, Johan va nous parler du contenu et de ce système ROS et puis après la parole à Philippe. Tout d'abord, j'essaie de passer la page pour vous faire l'introduction sur qu'est-ce qui est dynamique. Vous avez peut-être entendu déjà parler, en fait c'est une action collective, c'est une grosse opération qui est menée par plusieurs acteurs experts de différentes technologies numériques avancées en Nouvelle-Aquitaine. Et cette action est cofinancée par l'Union européenne et la région de Nouvelle-Aquitaine. Ce cofinancement nous permet d'apporter des services et de proposer aux industriels et entreprises manufacturières de la région de Nouvelle-Aquitaine de vous accompagner à vous approprier de nouvelles technologies à base d'intelligence artificielle. Parce qu'on entend partout aujourd'hui l'intelligence artificielle, elle est tellement voilà, aujourd'hui dispersée partout et on peut imaginer tout et n'importe quoi. Mais en fait, qu'est-ce qui est intelligence artificielle pour mon entreprise? On ne sait pas par quel bout des fois prendre le sujet. Et bien, Dynamique, c'est un écosystème de partenaires qui aide les entreprises à mieux se l'approprier, à mieux comprendre et mieux construire la stratégie, parfois sur des briques technologiques très pointues. Alors, l'intelligence artificielle, elle se cache un peu dans des technologies qu'on ne soupçonne pas. Il y en a aussi dans la robotique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va vous parler aussi de comment est-ce que, voilà, quel rapport entre l'intelligence artificielle et la robotique et les systèmes de pilotage, les environnements informatiques de robots. Mais Dynamique peut aussi vous accompagner quand vous avez des problématiques de maintenance prédictive. Donc, les technologies de jumeaux numériques sont aussi des briques technologiques sur lesquelles on peut accompagner les entreprises dans le cadre de ce projet-là. Si vous avez aussi besoin de former vos équipes ou de construire des programmes de formation grâce à la réalité virtuelle ou la réalité augmentée, et tout ce qui est système intelligent connecté, les capteurs et le pilotage des processus industriels de manufacture et de fabrication grâce à de la récupération de data et évaluation de cette data pour améliorer le process. En fait, tout usage des technologies à base d'intelligence artificielle numérique très avancées qui ont pour objectif de vous aider à gagner en productivité, gagner en efficacité, gagner aussi en rapidité, en compétitivité, peuvent être traités dans le cadre de cet accompagnement-là, avec un axe transversal de IA numérique, éthique et de confiance. Alors, je vous ai parlé voilà, d'un écosystème, d'un ensemble de partenaires qui participent à ce projet, à cette action collective. Vous les avez tous à l'écran. Il y a ADI qui pilote, mais vous avez aussi deux pôles de compétitivité, Aerospace Valley et Alpha RLH, des écoles d'ingénieurs, Bordeaux INP et Estia. Vous avez aussi des centres techniques experts comme le CATSI, CEA, CETIM, Sud-Ouest Technalia, Captronic, et les centres de recherche INRIA, ONERA. Vous avez aussi 5 partenaires associés qui nous accompagnent dans cette action collective pour aider aussi certains secteurs très pointus, comme agroalimentaire par exemple, ou les cosmétiques. Et les services dont les entreprises peuvent bénéficier finalement sont de quatre types. Il y a tout ce qui est accompagnement, comme aujourd'hui, à la sensibilisation, à l'information, à l'appropriation de technologies par des mises en place des services de technologie de conseil, les tests et les expérimentations. Euh,
cela peut aller jusqu'à l'écriture des cahiers des charges pour les spécifications techniques de pré-industrialisation si le POC, le test et l'expérimentation ont été probants. Vous avez un service d'accompagnement à la formation sur des domaines technologiques très pointus. Si vous souhaitez bénéficier, chercher des investissements derrière, une fois que le POC a été probant, vous voulez industrialiser et investir pour installer de nouvelles technologies au sein de votre manufacture, eh bien, Dynamic peut vous aider aussi à identifier des financements publics et privés pour cela. Et on vous accompagne aussi à faire du réseau, à chercher des partenaires pour mener à bien vos projets. Tout cela dans un cadre d'un parcours client qui débute par un diagnostic qui est gratuit, une évaluation de vos besoins, suite à laquelle nous allons vous formuler une liste de préconisations, des axes de travail que vous acceptez ou pas, et nous nous mettons d'accord sur un plan d'action qu'on déploie derrière. Une fois que les services ont été accomplis, il y a une évaluation de qualité à la fin qui est effectuée et parfois on détecte de nouveaux besoins dans l'entreprise puisque c'est une chose vivante. Nous sommes conscients que les choses évoluent très vite dans ce monde moderne. Donc vous avez le droit de repasser de nouveau par le cercle dynamique qui n'est pas fermé. Donc, sur ces services-là, ils sont fortement subventionnés grâce au cofinancement de l'Union européenne et la région de Nouvelle-Aquitaine. Et donc, il y a un reste à charge pour certains services aux entreprises, mais pas tous. Donc, je vous incite vraiment si vous avez entendu des mots-clés qui vous parlent, technologiques, briques ou des besoins, ou que vous êtes en cours d'un projet d'innovation ou vous souhaitez investir dans les nouvelles technologies, il est toujours bon de venir prendre conseil auprès des spécialistes. Donc, n'hésitez pas à venir nous rencontrer, à nous contacter pour qu'on en reparle avec vous et que ça vous donne une ouverture plus complète vers le monde de possibles, l'état de l'art et au-delà, sur ces nouvelles technologies et la personnalisation, votre appropriation de ces différents domaines qui sont parfois un peu complexes à appréhender. Voilà, j'ai terminé. Je laisse à présent la main à Johan. Voilà, qui est ingénieur en robotique chez Airlab. Merci Maria et merci à tous et à toutes d'être venus du coup vous renseigner sur ROS à ce webinaire. Donc je suis Johan Mollard, je suis ingénieur en robotique au Fab Lab associatif Airlab Community sur Talence et j'ai le plaisir d'être accompagné par Philippe Capdepuis qui est le directeur technique de Génération Robot, une société du groupe NGX Robotics qui prendra la parole tout à l'heure après ma présentation. Ma présentation à moi sera plutôt théorique et puis Philippe Capdepuis mettra en pratique en donnant un retour d'expérience et un témoignage de l'utilisation de ROS chez les projets de Génération Robot. Donc, on va se demander qu'est-ce que ROS et qu'est-ce qu'il peut apporter dans un contexte industriel. Donc, je commence par le commencement. Déjà, une petite introduction. Qu'est-ce que c'est ROS et qu'est-ce qu'on trouve dans ROS? Alors, ROS, ça veut dire, c'est l'abréviation de Robot Operating System. Donc, on traduira en français par Système d'exploitation robotique. Mais le nom n'est pas forcément très bien choisi. Ce n'est pas vraiment un système d'exploitation comme on l'entend par Windows ou un Linux. C'est plutôt un écosystème, un ensemble d'outils qui sont tous open source, qui permettent de créer des logiciels de pilotage de robots. Parmi ces outils, on va retrouver des bibliothèques logicielles, des bibliothèques qui font du calcul de trajectoire, qui font de la communication, de l'asservissement moteur, etc. On va retrouver des applications logicielles, donc des applications qui permettent de faire de la simulation physique, de la visualisation de données qui prennent de capteurs, de l'enregistrement et du rejet de données, du débugage, etc. On va retrouver un certain nombre de conventions et de standards qui permettent de se mettre d'accord entre différents roboticiens sur comment on représente des robots, comment on communique selon les différents types de capteurs ou les différents types d'actionneurs. Et puis ROS, c'est aussi une communauté d'utilisateurs. Vous allez retrouver beaucoup de ressources pour vous aider à développer, pour aider votre équipe à développer avec ROS. J'aurai l'occasion d'en reparler à la fin. Un petit historique de l'histoire de ROS, c'est un outil qui est apparu en 2010, qui a été développé par Willow Garage, une société américaine, et qui a été conçu pour son robot PR2 qu'elle développait à l'époque. C'est le robot que vous voyez sur la photo. Donc, c'est un robot un peu complexe qui possède deux bras manipulateurs avec des pinces au bout, qui est monté sur une base mobile et qui a sur le haut du robot une tourelle avec une caméra de profondeur. Le robot est bardé de capteurs de haut en bas
et il va être adapté pour évoluer dans des environnements qui sont complexes, qui sont imprévisibles en avance et où il va donc falloir que le logiciel s'adapte à toute situation. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'ils ont créé ROS, qui du coup est un logiciel qui correspond aux usages qui étaient prévus pour PR2. 2 ans plus tard, en 2012, on a vu la naissance de ROS Industriel, qui est à l'initiative d'un consortium d'industriels, qui est en fait un sous-projet de ROS qui est chargé de transférer ROS vers l'industrie. Parce qu'à la base, ROS, c'est plutôt un outil de R&D, pas forcément industriel, à la base. En 2012, la même année, on a vu la création de l'OSRF. Elle est aussi appelée Open Robotics. C'est la fondation américaine qui aujourd'hui pilote les développements qui sont faits sur ROS et qui le promeut. Pendant un certain nombre d'années, on a vu la multiplication du nombre de robots compatibles sur ROS. ROS a aussi des concurrents, hein. Il y a des frameworks équivalents concurrents. Et puis, avec le temps, il s'est un petit peu imposé comme l'incontournable du framework robotique. Il a un peu effacé tous les autres qui existent, bien sûr, mais il s'est un peu imposé. Et en 2017, on a eu la sortie de ROS 2, qui est la deuxième version majeure de ROS. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu plusieurs versions qui ont été publiées entre 2010 et 2017. Ça veut juste dire que c'est la version majeure suivante. Donc, il y a eu beaucoup de changements qui ont été faits dans ROS 2. Notamment, ces changements se sont basés sur les critiques qui ont été faits sur ROS 1, notamment selon les retours des industriels, qui n'avaient pas tout à fait les mêmes attentes que le projet initial de 2010. Alors, on va se demander qui utilise ROS et pour quelles raisons. ROS, c'est principalement un outil qui est à destination des concepteurs de robots, pas trop à destination des utilisateurs de robots. C'est plutôt, d'ailleurs, plus précisément, l'équipe d'ingénierie logicielle qui va utiliser ROS. Ça va lui permettre d'accélérer la création d'un nouveau logiciel de pilotage pour un nouveau robot ou un nouveau système robotique. Il va être particulièrement adapté sur des robots qui évoluent dans des environnements qui ne sont pas prévisibles en avance. Par exemple, là où le robot va devoir s'adapter aux obstacles, vous ne pouvez pas juste préenregistrer un mouvement et le rejouer avec quelques variations. Ça ne va pas marcher parce que l'environnement est complètement imprévisible ou peu facilement prévisible. Donc, ça va correspondre à des usages de robotique avancée, où il va y avoir beaucoup d'analyse de capteurs, beaucoup d'intelligence artificielle, des trajectoires complexes, du contrôle moteur complexe. Et c'est un outil que vous allez aussi pouvoir utiliser lorsque vous avez besoin d'interopérabilité avec d'autres mécanismes. Ça peut être d'autres actionneurs, d'autres moteurs, d'autres capteurs et d'autres composants logiciels. ROS a vraiment au cœur de ROS, il y a vraiment l'interopérabilité qui est, je ne sais pas si vous connaissez le terme, l'interopérabilité, c'est la compatibilité, mais au niveau logiciel, la compatibilité avec d'autres systèmes. Donc, ROS n'est pas un outil qui s'adresse à des utilisateurs de robots et ce n'est pas non plus un outil qui va convenir pour des tâches d'automatisation, je dirais, simples ou classiques. Par exemple, faire du pick and place pour mettre des objets dans des cartons. En général, les robots sont livrés avec des logiciels qui permettent de faire ces tâches d'automatisation. Vous allez aller vers ROS quand vous allez avoir besoin d'ingénierie plus complexe, d'ingénierie logicielle plus complexe. Je vais vous présenter ma vision des avantages, des inconvénients de ROS, qui est forcément un peu subjective, puisque chacun a son expérience avec l'outil. Je sais que Philippe Capdepuis présentera sa vision aussi des avantages, des inconvénients selon son expérience sur ROS, mais voici en tout cas ma vision. Sur les avantages, ROS est un outil qui va vous permettre de vous faire gagner du temps d'ingénierie. Vous allez gagner du temps parce que vous allez vous appuyer sur des briques existantes. Vous n'allez pas avoir besoin de réinventer la roue à chaque fois. Vous allez pouvoir bénéficier de tout l'écosystème compatible, ce qu'on appellerait l'état de l'art en robotique. Il n'y a pas forcément besoin de tout réinventer. Ce n'est pas là où votre valeur ajoutée se trouve. Il y a des composants qui existent déjà et vous pouvez les réutiliser. ROS va vous imposer aussi une forme d'architecture modulaire, imposée, ou en tout cas va fortement vous suggérer, une forme d'architecture logicielle en modules indépendants qui doivent communiquer les uns les autres. Et ces modules sont faits pour être interchangeables. Et cette architecture qui est au cœur de ROS, elle est importante parce que l'objectif, ça va être de diminuer la dette technique. Ça va vous permettre de faciliter la maintenance de votre logiciel au fur et à mesure des années, puisque vous allez devoir remplacer certains composants par d'autres pour les mettre à jour, les modifier, etc. Et
ce format d'architecture modulaire va vous faciliter du coup cette ingénierie de maintenance. Vous allez pouvoir avec ROS aussi rendre votre système interopérable. Je le disais tout à l'heure, c'est la compatibilité logicielle, l'interopérabilité, parce qu'il vous impose ou il vous suggère un certain nombre de standards qui permettent de se mettre d'accord les uns les autres entre clients, fournisseurs, entre différents composants robotiques, que ce soit logiciel ou hardware. Et donc, ça va finalement faciliter l'extension hardware de votre système, hardware et logiciel, non seulement par votre propre équipe, pour pouvoir faire des mises à jour, intégrer de nouveaux capteurs ou actionneurs sur votre système, mais aussi par vos clients ou vos intégrateurs qui travaillent sur votre système. Un autre avantage, c'est de vous libérer de la dépendance au logiciel spécifique. La plupart des robots industriels sont vendus avec un logiciel qui est fourni par le constructeur, qui vend également d'ailleurs des extensions qui sont à l'achat ensuite à prendre en plus, et puis ensuite il faut acheter des mises à jour, etc. Le constructeur peut pratiquer ce qu'on appelle du vendor locking, c'est-à-dire qu'il vous verrouille en fait sur son logiciel et sur son environnement logiciel. L'idée du ROS, c'est au contraire de vous abstraire un petit peu de tout ce qui est spécifique à votre constructeur et d'avoir un logiciel qui est plus ou moins indépendant du hardware. Et puis, dans ROS, vous allez pouvoir bénéficier aussi d'un support technique qui est professionnel, puisque vous avez des intégrateurs et revendeurs qui savent faire du ROS, mais aussi communautaire. Donc, j'aurai l'occasion de reparler de la communauté tout à l'heure. Et puis, qui dit avantage dit il y a aussi des inconvénients à utiliser ROS. Je vous en ai listé ici quelques-uns. D'abord, du fait qu'il y ait des standards, c'est un avantage, mais ça peut être un inconvénient aussi, puisque proposer un standard, c'est peut-être prendre le risque que ce standard convienne à une majorité de cas d'utilisation, mais pas à tous. Donc, vous pouvez être dans le 1% ou dans le X% qui reste et qui fait que le standard ne convient pas tout à fait à votre besoin et vous allez devoir le contourner. Alors, c'est toujours possible de contourner les standards qu'il y a dans ROS, mais voilà, ça vous impose de devoir le contourner. Je prends un exemple tout simple, l'articulation rotule, donc la triple rotation, elle est pas, ROS ne sait pas faire ça, il ne sait pas gérer une triple articulation rotule. Donc, il y a des moyens détournés de faire ça, hein, par exemple, mettre trois rotations les unes sur les autres, mais ce n'est pas tout à fait équivalent et ça peut poser quelques petits problèmes. Alors, ce n'est pas forcément une articulation qu'on retrouve souvent, mais voilà un exemple du standard de représentation des articulations dans ROS qui peut ne pas convenir. Vous avez aussi dans ROS une certaine complexité d'apprentissage. Il va vous permettre de gagner du temps, oui, mais après avoir quand même passé l'état d'apprentissage. Donc, il faut avoir une vision quand même de qu'est-ce qu'il y a dans ROS, les différents composants qu'il y a dedans, avoir une vue d'ensemble de son écosystème avant de pouvoir vraiment gagner du temps et arriver à réutiliser l'ensemble des outils qu'il y a dedans. Donc, il faut le voir vraiment comme un investissement parce que vous allez ensuite étendre votre robot et devoir faire des mises à jour dessus, etc. Vous avez aussi une compatibilité limitée avec les OS non Linux qui est historique. Alors, c'est en train de changer depuis ROS 2, mais historiquement, ROS fonctionne plutôt avec Linux. Je sais que dans l'industrie, on est plutôt friand des Windows. C'est en train de changer. De plus en plus d'outils dans ROS deviennent bien supportés sur Windows, pas forcément la totalité. Mais voilà, c'est quelque chose qui peut être impactant pour l'équipe de développement aussi. Et puis, ROS va vous imposer aussi des cycles de développement qui sont rapides, qui vont entraîner une obsolescence. On a des versions de ROS qui sortent à peu près tous les 6 mois, ce qui fait que ça crée une obsolescence logicielle, une forme d'obsolescence logicielle qui vous impose ensuite de faire des mises à jour, de faire une mise à jour logicielle. Ce n'est pas vraiment spécifique à ROS, ça en vérité, c'est plutôt spécifique à l'ingénierie logicielle, à l'industrie du logiciel qui a des cycles de développement qui sont très rapides et qui imposent des mises à jour, ce qui fait que derrière, il faut suivre. Et donc, nécessairement, il va falloir faire de la maintenance et qui dit faire de l'ingénierie de maintenance dit aussi des coûts. Vous allez pouvoir gérer avec… Oui. Johan, excuse-moi, j'ai des questions. Est-ce que je peux Oui. t'interrompre? Ah oui, on peut s'arrêter là, Alors, ouais. Philippe demande pourquoi pas conseiller pour des fonctions simples? Je pense que
la complexité d'apprentissage et ça serait un peu overkill, si je peux dire ça comme ça. Ça serait utiliser un bulldozer pour taper une mouche parce qu'il y a beaucoup d'outils dans ROS qui font que si c'est juste pour faire des fonctions simples, vous allez passer plus de temps à apprendre et à mettre en œuvre l'outil sur votre robot et votre environnement que ce qu'il va vous apporter. Alors, c'est toujours… c'est vrai que je ne peux pas vraiment répondre de manière définitive et péremptoire à cette question. Ça dépend vraiment du cas d'usage. Il y a peut-être des cas d'usage sur des outils simples, des fonctions simples où ROS pourrait avoir sa valeur ajoutée. Mais je pense que pour vraiment bénéficier de ROS, il faut qu'on soit sur un usage un peu plus avancé. Et donc, du coup, la question suivante attendez, je lis pas, de Ludwig. À partir de quel moment une fonction est considérée comme complexe pour un robot 6-axes en partant du fait que le pick and place est une fonction simple? C'est un peu Alors, dans le même état d'esprit, c'est comment oui, c'est comment on situer définit le… finalement la simplicité ou pas. Alors, c'est vrai que c'est pas très clair de qu'est-ce que c'est simple ou pas simple, mais je pense que quand vous êtes dans cette situation où vous avez beaucoup de capteurs à analyser, quand vous allez mettre de l'intelligence artificielle, quand vous avez des choses qui ne sont pas prévisibles, cette notion-là est importante à mon avis pour qualifier la simplicité ou pas. Si vous êtes dans un environnement qui est complètement prévisible dans le sens où vous attendez à avoir des objets ici, ici et ici, et que si jamais il y a quelque chose qui diverge, le système se met en sécurité. C'est ce que j'appellerais simple. Peut-être que le terme n'est pas bien choisi, c'est pas simple parce qu'il y a toujours la difficulté de partout, mais en tout cas, on n'est pas sur un usage qui, à mon avis, justifie l'utilisation de ROS. Là aussi, à mettre au conditionnel parce que selon les cas, il y a peut-être des avantages que vous allez pouvoir tirer de ROS. Très bien. Je propose, il y a 2 autres questions, mais je vous propose de les poser après. On OK. laisse Johan continuer. Merci. Donc, vous allez pouvoir gérer avec ROS un certain nombre de robots différents. En vérité, toutes sortes de robots, vraiment. Vous allez pouvoir gérer des robots à roues qui se déplacent sur un plan, donc des AGV ou des AMR. Vous allez pouvoir gérer des robots volants, donc des drones, des UAV, des robots collaboratifs, des cobots manipulateurs, donc des bras robotiques, des robots à pattes aussi, à 4 pattes ou à 2 pattes, donc des robots humanoïdes. Et puis, vous allez même pouvoir gérer des équipements qui ne sont pas vraiment à part entière des robots, qui sont des bouts de robots, donc des capteurs ou des actionneurs indépendants que vous allez pouvoir intégrer dans ROS. De manière générale, pour qu'un robot soit compatible avec ROS, il faut qu'il existe une intégration de ROS pour cet équipement. En fait, c'est un driver, au sens où on l'entend au sens informatique du terme, c'est-à-dire une intégration de votre équipement pour l'écosystème ROS. Ce driver, il doit être développé par quelqu'un. Ce quelqu'un peut être le constructeur du hardware lui-même, peut être un laboratoire de recherche, peut être la communauté, donc une entreprise qui a besoin de cet équipement et qui fait ce développement, ou même potentiellement un hobbyiste. Mais ils ne vont pas travailler avec les mêmes équipements, bien sûr. Je vais faire un petit focus maintenant sur les outils techniques de ROS. Donc, je vais être légèrement plus technique ici en vous présentant les différents modules et outils que vous pourrez utiliser dans votre système robotique. L'outil probablement le plus utilisé dans ROS et le plus apprécié, c'est la messagerie logicielle, ce que ROS appelle le RMW. Ça veut dire RMW, ça veut dire ROS Middleware. Et c'est le composant qui assure une communication logicielle robuste entre différents composants logiciels, entre différents programmes, tous indépendants les uns des autres, mais qui ont quand même des interactions ensemble, donc pas vraiment indépendants finalement. Ce sont des différents programmes qui ont besoin de communiquer et de s'envoyer des messages. Ils vont pouvoir communiquer potentiellement via le réseau, donc via un réseau Ethernet ou via un réseau Wi-Fi. Optionnellement, vous allez pouvoir activer des fonctionnalités sur ce système de messagerie. Vous pouvez gérer la qualité de service. Donc, par exemple, vous allez vouloir prioriser certains messages. Par exemple, les messages de sûreté vont être plus prioritaires, typiquement dans le cas d'un réseau qui serait dégradé, par exemple, si le Wi-Fi est saturé. Vous allez faire passer en priorité les messages de sûreté plutôt que les autres messages du système. Et puis, vous allez pouvoir gérer aussi de manière optionnelle l'authentification et le chiffrement pour éviter que quelqu'un vienne espionner votre système robotique, donc à des fins de cybersécurité. Même si ce n'est pas un outil de cybersécurité en soi, ROS, mais il y a des outils qui vous permettent d'avoir des bonnes pratiques sur le développement de votre système pour être meilleur sur ce sujet. Johan, Voici… excuse-moi.
Oui, Excuse-moi. Du coup, il y avait une question justement sur ça dans le chat. Il y a beaucoup de questions, je suis ravie. Quid de ROS et de la cybersécurité? Est-ce qu'il y a des normes ou des certificats? Donc, tu viens de répondre en partie. oui. Bah, en fait, je pense que j'aurais pas plus à dire en vérité. C'est quand même deux sujets différents. Il n'y a pas des outils directement dans ROS qui permettent de faire de la cybersécurité, de faire de l'analyse, des tests de pénétration, etc. C'est vraiment indépendant de ROS. ROS, c'est vraiment l'outil que vous allez utiliser pour construire votre système. Et après, il y a des bonnes pratiques et des mécanismes d'audit de cybersécurité. Euh, il y a des outils que vous pourrez utiliser dans ROS qui permettent au final d'améliorer la cybersécurité, comme l'authentification et le chiffrement ici, mais c'est à la marge. Ce n'est pas un outil qui est fait pour la cybersécurité à la base. C'est vraiment un métier un peu différent. Bon, et j'ai une autre question, si je peux. Oui, oui, bien Justement, sûr. sur cette histoire de interfaçage, interopérabilité, est-il facile d'interfacer ROS avec les briques logicielles composant maison issues d'un autre framework? Alors oui, oui, c'est plutôt facile. Vous allez créer du coup un nœud. Donc un nœud, c'est un programme qui va charger de faire la conversion. Donc, si vous avez un protocole que vous avez développé vous en interne, vous allez pouvoir créer un nœud dont la responsabilité va être de faire la conversion finalement avec tout le RMW. Ça se fait de manière assez fréquente. Vous avez des ponts comme ça qui permettent de faire des conversions. Et c'est l'avantage aussi que ROS soit fait de manière modulaire, mais j'aurai l'occasion d'y revenir, c'est que vous n'êtes pas obligé d'utiliser tout ROS d'un coup, en fait, en vérité. Vous pouvez l'utiliser petit bout par petit bout. D'abord, vous allez intégrer la messagerie logicielle, c'est ce qui permet finalement d'architecturer vos différents composants. Et puis ensuite, brique par brique, vous allez voir ce qui est intéressant pour vous d'utiliser dans ROS ou de rester avec vos développements historiques. Donc, tout ça va pouvoir accompagner les développements logiciels. Vous n'êtes pas obligé de tout faire d'un coup. Très bien, Je merci. continue. Oui, Donc, une illustration un peu graphique du RMW. On a ici les grosses bulles bleues qui sont des nœuds, donc des programmes qui sont un petit peu indépendants, mais qui ont besoin de s'envoyer des messages que vous voyez circuler de haut en bas. Et donc, c'est des émetteurs un émetteur qui envoie un message à deux destinataires en bas. Vous avez aussi un autre mécanisme de communication qui est le mode qu'on voit en haut avec la petite bulle qu'on va voir circuler, qui est un mode de requête et de réponse. Donc, vous avez un client qui émet une requête vers un serveur et qui répond via une réponse. Ça, c'est le mécanisme vraiment de base du RMW. Il est complété, c'est vraiment la version simple. Hein. Après, il est complété par d'autres outils. Vous avez aussi dans ROS un outil de visualisation qui s'appelle RViz, qui veut dire ROS Visualizer, qui est un outil de visualisation pour des données 2D et 3D et qui va vous permettre de superposer différentes vues les unes par-dessus les autres. Vous allez pouvoir représenter des vues de vos robots, de un ou plusieurs robots, dans un ou plusieurs états différents. Vous allez pouvoir représenter tout l'environnement aussi, donc les obstacles qui se trouvent sur votre scène, des images qui proviennent des caméras, des données qui proviennent de capteurs, comme des nuages de points. Et durant la phase de développement, vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez visualiser, soit à des fins de débugage, pour comprendre ce qui ne va pas ou pour accompagner le développement logiciel, soit aussi, lorsque votre robot est en production, pour construire des IHM, donc une interface aux machines qui permet à votre opérateur de visualiser ce que le robot voit et qui lui permet de le piloter. Voici à quoi ressemble de manière pratique RViz. C'est une capture d'écran ici d'un robot qui évolue en pleine rue à l'extérieur. Vous voyez en bas ici une image qui est issue de la caméra sur le haut du robot. Et donc, vous voyez qu'il est en plein milieu de la rue. On voit un vélo et un véhicule. Et au milieu d'RViz, ici, on a activé la visualisation du capteur LiDAR, qui est donc un capteur laser qui renvoie un nuage de points sur plusieurs cercles concentriques autour de lui, qui permet de visualiser les obstacles. Donc, vous voyez qu'il y a certains points qui sont plus proches ou plus éloignés du robot, qui donnent au robot une vision de l'environnement et des différents obstacles autour de lui. Ces nuages de points vont ensuite être analysés par des algorithmes pour localiser le robot et puis pour le guider. Et là, le sujet, c'est RViz. Donc, au niveau d'RViz, sur la partie de gauche ici, vous allez pouvoir paramétrer ce que vous voulez visualiser. Donc, vous allez choisir la source des données, quel capteur, quel est le type des données, etc. Tout ça se paramètre sur la partie de gauche. Donc, c'est très flexible finalement. Vous avez aussi Gazebo,
qui est un simulateur physique 3D. Alors, des fois, les gens confondent un petit peu avec Airviz. Airviz, c'est vraiment un visualisateur, hein, donc lui, ça ne gênera pas de superposer plusieurs robots les uns par-dessus les autres. C'est vraiment juste pour faire de la visualisation. Alors que le simulateur physique, lui, il a pour rôle vraiment de simuler les interactions physiques entre les objets, le robot lui-même et son environnement. Il va donc se baser sur un moteur physique qui est interchangeable. Chaque moteur physique a des avantages, des inconvénients. Vous allez utiliser plutôt l'un ou plutôt l'autre selon votre situation. Et les différents moteurs physiques sont capables de simuler soit des corps rigides, soit des corps souples. Des corps souples, ça peut être par exemple de l'eau, si vous êtes dans un environnement où il y a de l'eau. Il y a d'autres simulateurs d'ailleurs qui sont compatibles avec ROS. Gazebo, c'est le plus utilisé, mais vous avez aussi beaucoup d'autres, Webot, Scopelia Sim, Unity 3D, qui selon les situations peuvent être aussi plus adaptés à votre cas d'usage. L'objectif d'utiliser un simulateur, c'est de valider le comportement de votre robot, de votre logiciel robotique, dans un environnement qui est le plus proche possible du réel. Voici de manière pratique à quoi ressemble la vision graphique de Gazebo. Vous n'êtes pas obligé d'activer cette vision graphique d'ailleurs, hein. Vous avez un simulateur qui tourne et qui simule toutes les interactions entre les différents composants, environnements, qui simule les données des capteurs et des actionneurs de votre robot, mais vous n'êtes pas obligé d'activer la vue 3D que je vous montre ici. D'ailleurs, vous allez même gagner du temps si vous n'activez pas la vue 3D, vous pourrez simuler plus rapidement sans l'activer. En tout cas, si vous l'activez, on voit ici une simulation d'un robot à 4 roues qui roule sur un pont où on a simulé un environnement extérieur avec de l'eau, etc. Et vous allez pouvoir en bas du simulateur gérer aussi la vitesse d'écoulement du temps simulé. Donc, vous allez pouvoir simuler plus vite que la réalité ou éventuellement plus lentement que la réalité, selon ce que vous voulez faire. Et si vous désactivez la vue graphique, vous allez même pouvoir simuler bien plus vite que la réalité, que le temps réel, pardon. Vous avez aussi dans ROS des outils pour faire de l'asservissement moteur avec une boîte à outils qui s'appelle ROS Control, qui est une interface d'abstraction pour le contrôle universel de moteur. L'idée, là, c'est d'avoir un langage qui permet de communiquer de manière uniforme à tout type de moteur, quel que soit leur constructeur et quel que soit leur modèle. Là, l'objectif, c'est de pouvoir rendre le logiciel indépendant du modèle hardware et donc de pouvoir changer de modèle assez facilement. Si vous avez, pendant la phase d'ingénierie, par exemple, besoin de monter en gamme parce que les moteurs que vous avez choisis initialement ne sont pas assez puissants, vous avez besoin de changer de gamme, ou si vous avez besoin ou si votre fabricant, par exemple, ne produit plus vos moteurs, vous devez passer sur les moteurs d'un autre fabricant avec des caractéristiques similaires. Eh bien, à partir du moment où votre moteur est compatible ROS Control, l'intégration logicielle se fait de manière très, très simple puisqu'il parle le même langage finalement. C'est aussi une boîte à outils ROS Control qui va vous permettre de faire du contrôle moteur fin, notamment de faire du contrôle en force, par exemple. Ensuite, vous avez tous les outils qui font partie de Moovit. Moovit, c'est le sous-projet de ROS qui est conçu pour les bras robotiques. Vous allez retrouver là-dedans plein d'algorithmes de calcul de trajectoire, de calcul de collision et de modèles géométriques pour les bras industriels. Donc, je vous montre un petit exemple sur le bras qu'on voit en photo, qui est le bras Panda de la société Franka. Voici la visualisation dans Airviz de Moovit. Là, ce qu'on voit dans la représentation, c'est 3 visions du même robot qui se superposent. On a le robot en orange, le robot en vert et le robot en blanc transparent, qui sont en fait 3 vues du même robot, mais à des états différents. On a un état dans le passé, un état dans le futur, qui est la cible que va atteindre le robot, et puis l'état actuel du robot tel qu'il est dans la vraie vie. C'est une forme de jumeau numérique, en fait, un petit peu, ce qu'on voit ici. On a une représentation à la fois du robot actuel, de son environnement, mais aussi l'état potentiellement passé et futur de ce robot. Donc ça, c'est une vue de Moovit, mais en vérité, le cœur de Moovit, ce qui est important dans Moovit, c'est tout ce qui va être caché. C'est tous les algorithmes de génération de trajectoire, de calcul de collision, d'évitement d'obstacles, etc. Tout ça, vous ne le voyez pas directement, vous pouvez le piloter à partir de Airviz ici, en cliquant sur les boutons à gauche. Mais vous pouvez aussi communiquer avec ces algorithmes, avec ces mécanismes, via des API, via du code Python ou du code C++. Et elle est là la grande force en fait de Moovit. Elle n'est pas tellement dans sa représentation graphique, même si c'est un outil graphique qui est quand même pas mal pour faire des jumeaux numériques.
Vous avez aussi le module NAV2 qui est un sous-projet d'Enros qui est dédié pour les robots roulants. Vous allez retrouver là-dedans plein de modules et d'algorithmes, là aussi pour faire du calcul de trajectoire pour des robots qui roulent sur des plans en 2 dimensions et pour faire de la cartographie. Je vous montre un exemple avec le robot Husky de la société ClearPath, qui est le robot que vous voyez à 4 roues sur l'image. Voici la vue dans AirViz de NAV2, enfin une vue possible dans AirViz de NAV2. On a ici notre robot qu'on voit avec une vue de dessus. Notre robot, il est ici, hein, c'est le petit robot jaune et noir qu'on voit ici à 4 roues. Il évolue ici dans un entrepôt à l'intérieur, où il y a donc des obstacles, des murs. Et là aussi, la grande force de NAV2, ça ne va pas être forcément sa vue graphique, même si c'est utile, mais ça va être tout ce qui est caché derrière, les différents algorithmes que vous allez pouvoir utiliser pour faire naviguer votre robot. Déjà pour faire la cartographie. Donc, on est ici sur un exemple d'ailleurs de cartographie où le robot se déplace et construit sa carte. Donc, il va, toute la partie que vous voyez des murs et du gris, en fait, c'est le robot qui lui-même, en étant déplacé par l'opérateur par un joystick, par exemple, va construire cette carte. Donc, l'algorithme de cartographie construit la carte. Une fois que vous avez cette carte, vous allez pouvoir l'exploiter en faisant naviguer votre robot dans cet environnement. Donc, lui définir un point cible, par exemple, lui dire bah, « tiens, je veux que tu atteignes ce point-là ». Vous allez avoir ensuite des planeurs, ce qu'on appelle des planeurs globaux, donc qui vont planifier la trajectoire du point A au point B, évidemment en évitant les murs. Et ensuite, vous allez avoir des planeurs, ce qu'on appelle des planeurs locaux, qui, eux, vont faire une planification locale, donc ils vont s'adapter aux obstacles qui ne sont pas dans la carte, parce qu'ils ne sont pas prévus au moment de la cartographie, enfin, ils sont pas là au moment de la cartographie. Par contre, ils sont là au moment de la navigation. Donc, si vous avez un être humain qui vient marcher sur l'endroit, sur le chemin que le robot avait prévu pour aller de son point A à son point B, eh bien, le planeur local va le faire dériver, va le faire contourner ponctuellement la personne qui marche pour rejoindre son chemin global un peu plus loin. Johan, excuse-moi, du coup, j'ai une question sur cette utilisation de Movit. Désolée, ça a bougé. Alors, est-ce qu'on peut l'utiliser, ce système Movit, sur toutes les marques de 6 axes? Sinon, pourquoi? Et qu'est-ce qu'il manque pour ça? Donc, la question, oui, la question, c'est de savoir, en fait, est-ce que toutes les marques, est-ce que tous les modèles sont compatibles avec Movit, donc la boîte à outils dont je parlais tout à l'heure, qui est celle-ci. La réponse est oui, en théorie, à partir du moment où vous avez une intégration dans ROS de ce robot. L'intégration, d'ailleurs, elle peut être plus ou moins complète. Vous pouvez avoir une intégration partielle, vous pouvez avoir une intégration de ce robot uniquement avec le middleware, par exemple, donc le mécanisme de communication dont je parlais tout à l'heure, ou vous pouvez avoir une intégration plus complète dans Movit. Donc, la vraie réponse est ça dépend, mais en tout cas, de manière théorique, oui, bien sûr, n'importe quel robot peut être intégré dans ROS. Par contre, il y a un effort d'intégration à faire initialement. Cet effort doit être assumé par quelqu'un. Et c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Hein, ce quelqu'un peut être soit un industriel, soit le constructeur du robot lui-même qui a décidé de miser sur ROS parce qu'il estime que ça va développer son business, soit la communauté, donc un industriel, il ferait partie de la communauté, soit un laboratoire de recherche, etc., un laboratoire de transfert. Peu importe, mais en tout cas, quelqu'un doit développer cette intégration ROS qui va être plus ou moins complète. D'accord. Et justement, j'ai une question sur ça parce que les participants se demandent comment est-ce qu'on fait justement pour se former au ROS. Et si justement c'est un peu compliqué de se former, est-ce que c'est enseigné à l'école d'ingénieurs? Je cherche la question. Nous avons surtout besoin de donner la main à l'opérationnel afin qu'il programme naturellement son robot, c'est ce que tu viens de dire, Johan. S'il faut des super spécialistes, quid des TPE et PME qui ne peuvent pas se payer ce type de spécialistes? Donc, est-ce que finalement, ce système est adapté pour nos entreprises régionales? Alors, il y a plusieurs questions en une. Déjà, la question de l'enseignement. ROS est un outil qui est très enseigné globalement en école d'ingénieur et en master Bonne à la nouvelle. fac. Et après, il y a éventuellement des formations aussi. Je pense que Dynamique, d'ailleurs, en propose des Complètement. formations pour former ses équipes sur ROS après l'école d'ingénieur. Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième question… Est-ce que c'est adapté aux industriels et ah oui, finalement, où est-ce qu'on va chercher des spécialistes pour déployer ce oui, système parce dans que nos vous avez industries? besoin de donner la main à vos opérateurs. Alors, je ne vous conseillerais pas ROS, du coup, si vous n'avez pas une équipe d'ingénierie. En fait, c'est ce que je disais au début, hein, à qui est adressé ROS.
Je pense que ça s'adresse à une équipe d'ingénierie. Vous ne pouvez pas donner ROS à un opérateur, il n'y arrivera pas. Ce n'est pas un outil qui est fait pour utiliser des robots. C'est ce que je disais au tout début, parce que votre opérateur, lui, il a besoin d'utiliser des robots, alors éventuellement de le programmer un petit peu, mais en donnant des points de passage. C'est ce que j'appellerais utiliser. C'est vrai que les termes ne sont pas forcément très, très clairs. Utiliser, c'est-à-dire donner des points de passage. Là, on va être vraiment sur la conception d'ingénierie logicielle. Donc, je vous conseillerais pas ROS pour donner à des opérateurs. Par contre, vous allez pouvoir missionner une équipe d'ingénierie logicielle qui va vous développer un outil qui est adapté à votre robot, qui est fait pour votre robot et qui va pouvoir ensuite être utilisé par des opérateurs. Et donc, c'est possible de baser cet outil sur ROS. Mais ce n'est pas vos opérateurs directement qui vont l'utiliser. Très bien. Je me permets juste, Johan, de t'indiquer qu'il est 11h47 et si on veut aussi entendre Philippe et sa présentation, peut-être rapidement. Je me dépêche un peu, je passe. Bon, il y a aussi des équipements pour les voitures autonomes et pour les drones, qui sont des écosystèmes un peu adaptés, mais sur lesquels je passe. Et vous allez retrouver aussi d'autres modules qui permettent de faire d'autres choses. On a un système qui s'appelle URDF, qui permet de représenter toutes sortes de robots. L'avantage d'utiliser ce format de représentation de robots, c'est qu'à partir du moment où vous avez ce descripteur de robot, vous allez pouvoir bénéficier de tous les algorithmes qui sont dans ROS. Vous avez un mécanisme de transformation géométrique daté. Donc, lui, il s'appelle TF et il fait toutes les maths que les roboticiens doivent faire, sinon il les fait à votre place. Donc, les changements de repères, etc. Vous avez un mécanisme d'enregistrement et de rejet de données aussi pour accumuler des données et pouvoir les rejouer à l'identique pour comprendre ce qui s'est passé quand il y a un bug. En tout cas, pour chaque problème technique de l'ingénierie robotique, il existe souvent un ou plusieurs modules, un ou plusieurs packages dans ROS qui résolvent ce problème, chacun avec ses avantages et ses inconvénients, et qui vont implémenter des algorithmes différents. Et donc, vous allez pouvoir comme ça interchanger en fonction de ce qui convient le mieux à votre situation. Je clôture du coup la partie sur la partie un peu technique sur les modules de ROS et je présente brièvement la communauté ROS avant de passer la main à Philippe Capdepuis. Donc, je vais vous présenter ici les acteurs industriels et académiques qui font que ROS est une communauté. Déjà, on peut se poser la question de qui développe et qui maintient ROS. Les développements sont donc, comme je le disais au début, supervisés par la fondation Open Robotics, aussi appelée OSRF, qui est la fondation américaine qui s'appuie sur un comité directeur technique pour développer le futur de ROS. Vous avez sur la droite ici les logos des entreprises qui font partie du comité directeur. Vous retrouvez ici certains grands noms, soit du hardware, soit du software. Et puis, c'est un logiciel libre, donc des contributions dans ROS sont incluses par la communauté. Cette communauté, elle est composée d'entreprises, de laboratoires, de passionnés. Chacun peut finalement construire ROS sous l'égide, sous la supervision de l'OSRF. Et ça fait que finalement, c'est difficile de mettre des frontières à ROS, ce qui est inclus dans ROS ou ce qui n'est pas inclus dans ROS, et donc d'énumérer de manière exhaustive toutes les fonctionnalités qu'il y a ou pas dans ROS, parce que chacun peut développer un paquet ROS pour un besoin qu'il aurait spécifique, pas forcément faire la publicité, ni auprès de l'OSRF, ni auprès de ses partenaires, etc. Et du coup, cet outil qui est un outil ROS, eh bien, il passe un peu, on ne le voit pas, quoi. Il est un peu passé sous les on ne le voit pas, alors qu'il est disponible et il peut être utilisé et la communauté peut s'appuyer dessus. Donc, c'est parfois un peu difficile d'avoir une vision de tout ce qu'il y a dans ROS du fait de ce foisonnement de différents packages de ROS. Au niveau national, en France, on a la conférence annuelle des utilisateurs de ROS, qui est la ROSCON FR. Cette année, elle aura lieu à Nantes les 19 et 20 juin 2024. C'est une conférence où il y a des présentations qui sont plutôt techniques, de tout niveau. Il y a des sujets qui sont plutôt débutants, des sujets qui sont plutôt avancés, sur des sujets techniques précis, d'analyse de capteurs dans ROS, de contrôle moteur dans ROS, etc. Dans le public qui vient à la conférence, on a 60% d'industriels, 30% d'académiques et 10% d'autres qui peuvent être, par exemple, des étudiants. Vous pouvez aller voir sur roscon.fr si ça vous intéresse et vous avez le replay des conférences qui est disponible. L'année dernière, en 2023, la conférence avait lieu d'ailleurs à Bordeaux, dans notre région, et c'était pendant la RoboCup. Et vous pouvez consulter le replay en cliquant sur le lien ici qu'on pourra vous mettre à disposition.
Et puis, il y a des espaces communautaires en ligne aussi pour aider votre équipe d'ingénierie logicielle à utiliser ROS au mieux et à résoudre ses problèmes. Vous avez un forum et un serveur Discord. Et puis, bien entendu, sur les réseaux sociaux, vous allez pouvoir faire de la veille sur ROS. Donc, sur LinkedIn, sur X ou même sur Mastodon. Vous allez retrouver les réseaux sociaux soit de l'Open Robotics, donc de la fondation qui supervise ROS, soit de la communauté francophone, la conférence ROS francophone, soit l'initiative de ROS Industriel avec le consortium qu'il développe. Merci, Je m'arrête là Johan. du coup, et du coup, je pense qu'on s'arrête là peut-être pour les questions, non? Je ne sais pas s'il y en a d'autres. On va peut-être privilégier le témoignage On de passe Philippe, la parce que main je pense à que Philippe voilà, Robotti. il y a certaines personnes, ils ont des obligations peut-être dès midi, donc on va laisser la parole à Philippe, et puis s'il y a des questions, on le fera à la fin. Et bien du coup, Philippe, je te laisse prendre la parole. Ça marche, je partage mon écran. Voilà. Donc, bonjour à tous, merci aux organisateurs pour l'invitation. Donc, je m'appelle Philippe Capdepuis, je suis directeur technique chez Génération Robot. C'est une société qui a été fondée en 2008, donc on a bientôt 16 ans d'existence. Bon, ça fait 13 ans que j'y suis, en gros, quand la société a commencé à faire du développement en logiciel sur les robots. On s'est fédéré récemment dans un groupe qui s'appelle NGX Robotics. Je vais vous présenter un petit peu la structure et les activités. Donc, on a plusieurs business units, c'est un peu comme ça qu'on les appelle. Certaines sont des entreprises en tant que telles, d'autres pas forcément. Le GERLab, qui est un bureau d'études en robotique de service professionnel, donc c'est essentiellement de ça que je vais vous parler. Génération Robot, qui est essentiellement à dire une boutique en ligne de matériel robotique. Running Brains, qui est une marque qu'on a créée dans laquelle on crée des robots de sécurité pour l'industrie. Et Huma Robotics, qui est une société qui est dédiée aux bras collaboratifs pour l'industrie. Alors, où est-ce que finalement on utilise un petit peu ROS dans toutes ces entités? Vous allez voir, finalement, c'est quelque chose qui est assez transversal. Tout d'abord, sur la partie boutique, beaucoup de nos clients sont finalement des chercheurs. En gros, c'est soit des académiques pour la recherche ou l'enseignement sur ROS, mais aussi des industriels qui vont faire du prototypage ou de la conception de robots. Et donc, nous, on considère beaucoup ROS dans cette partie boutique sur la sélection des matériels qu'on va proposer. C'est-à-dire que tous les capteurs, les actionneurs, les plateformes robotiques, que ce soit des bras manipulateurs, des bases mobiles, on fait en sorte que la plupart, en tout cas, soient des composants qui sont compatibles ROS. C'est-à-dire que dans ces cas-là, le plus souvent, le constructeur fournit directement un driver, comme a parlé Johan, un driver qui permet d'utiliser ce périphérique sous ROS. Dans la partie GRLab, donc là, c'est vraiment du développement logiciel. On a deux types, on va dire, de projets. On a des projets qui sont vraiment de l'intégration matérielle. Là, typiquement, c'est un universitaire, par exemple, qui va nous contacter en me disant j'aimerais bien une base mobile qui a telle et telle caractéristique, avec un bras manipulateur qui a telle et telle caractéristique, puis différents capteurs. Et nous, on fait tout ce qui est intégration mécanique, électrique et logiciel pour qu'il ait cette base mobile qui soit exploitable. Et pour que justement ce soit facilement exploitable pour lui, ce qu'on fait, c'est qu'on fournit un ordinateur préparé avec tous les pilotes ROS. Le robot est décrit déjà, comme l'a montré Johan, avec une description qu'on appelle URDF. Donc le robot est directement utilisable par un chercheur ou un développeur, en tout cas en robotique. Et ensuite, on a des projets qui sont plus complets, c'est-à-dire que là, on ne nous demande pas juste une plateforme, on nous demande un robot qui a un comportement bien spécifique. Dans ces cas-là aussi, on a toute cette phase en fait, de sélection des composants, de la base mobile, du bras manipulateur, des capteurs, leur intégration mécanique, électrique et logiciel avec ROS. Et ensuite, tout le logiciel lui-même de comportement du robot, vraiment l'applicatif, va être développé aussi en utilisant ROS. Alors, c'est quasiment 100% ROS. On a quelques projets à droite à gauche, plus historiquement, qui ne reposaient pas sur ROS, mais c'est quand même la grande majorité des projets qu'on a. Dans Huma Robotics, où on fait donc du bras collaboratif pour l'industrie, la plupart des projets qu'on va développer où il y a du ROS qui sera impliqué, c'est quand il y a vraiment des aspects un peu plus complexes que ce qu'on va retrouver dans les tâches industrielles classiques, soit parce qu'on a de la vision avancée sur laquelle on va avoir plusieurs caméras, par exemple, on va vouloir fusionner des informations, faire tourner des algos d'IA pour extraire les informations et décider des objectifs du bras, et aussi lorsqu'on a de l'évitement d'obstacles dynamiques, ce qui est souvent quelque chose qu'on esquive, on va dire, en environnement industriel classique, mais il y a des situations où on ne peut pas vraiment l'esquiver. Et donc là, on va modéliser l'environnement et calculer les trajectoires en faisant de l'évitement d'obstacles.
Et dans Running Brains, donc le robot est entièrement basé ROS, et finalement le gros intérêt, c'est que ça a permis de développer très rapidement les prototypes et de basculer aussi assez facilement vers un logiciel qui a un niveau de production. Alors, je vais vous illustrer quelques projets un petit peu représentatifs pour que vous voyez comment nous en sommes servis. Donc, ce projet, c'est un projet qui s'appelle le robot Serval, qui était pour le CEA. Donc, c'est un robot qui va s'occuper de faire du démantèlement. Alors, c'est plus des tâches expérimentales liées au démantèlement nucléaire, mais c'est sa finalité. Et alors, le bras manipulateur qu'on voit là, en fait, c'est pas un bras qu'on peut acheter dans le commerce tel quel. C'est un ensemble de modules moteurs qui sont faits par le fabricant allemand Schunk. Et en fait, entre guillemets, le défaut, justement, c'est qu'on part pas de rien, on a des moteurs, mais on veut constituer un bras manipulateur. Ben, ROS nous a permis de faire ça assez facilement parce qu'on a pu assembler mécaniquement, électriquement ces moteurs, qui utilisent, eux, un protocole assez standardisé qui s'appelle CANopen et une norme spécifique du CANopen pour les moteurs. Et ROS fournit directement des librairies qui permettent de s'adresser à ce type de moteur et de faire leur pilotage. Donc, en gros, une fois qu'on a configurer correctement cette partie de la librairie, on peut discuter avec ce bras manipulateur, contrôler les articulations en position, en vitesse, etc. Et tout de suite, on récupère l'ensemble de l'usage des autres outils de ROS, dont MoveIt, par exemple, dont vous a parlé Yoann tout à l'heure, ce qui fait que tout ce qui est calcul de trajectoire avec évitement d'obstacles, on va directement l'avoir disponible. On va se servir de ROS aussi, comme ça a été présenté tout à l'heure, pour la partie interface graphique. Donc là, on reconnaît dans la partie en bas à droite une vue de AirViz, donc une vue du robot, de sa cible. Et dans la partie gauche, c'est une partie d'interface graphique qui est entièrement custom pour l'usage qui a été décidé avec ce robot. Donc ça fait gagner beaucoup de temps aussi sur cette intégration graphique. Ça a permis aussi de gérer plein de capteurs qui n'étaient pas forcément super standards, donc des caméras avec des pantiles, des caméras avec zoom, des capteurs d'effort embarqués sur le bras. Et là, finalement, l'effort est relativement minime, c'est-à-dire qu'on crée le driver pour ces composants qui ne sont pas forcément des composants nativement ROS, on va dire. Donc, on a juste un petit programme à faire pour récupérer la donnée, la mettre dans le bon format pour ROS, et ensuite, c'est connecté directement au middleware, et c'est très facile ensuite de l'interconnecter avec les différents algorithmes. On a pu gérer aussi des périphériques un peu particuliers, des joysticks à retour d'effort, par exemple, qui vont justement permettre à l'opérateur de manipuler le bras et de sentir quand le bras est en contact avec un objet. Donc voilà, là, sur ce développement, c'est vraiment ROS qui a permis d'aller très vite vers ce prototype. Ça, c'est vraiment pour l'exemple type bras manipulateur. Alors, je ne mentionne pas, mais la base mobile est aussi opérationnelle et peut être manipulée à travers ROS. C'est la même base que vous avez vu tout à l'heure, qui est une base de ClearPass, un constructeur canadien qui fait justement des bases qui sont toutes compatibles ROS. Un autre usage qu'on a eu, c'est sur un robot qui va faire du ramassage de lisier dans les étables. Alors, c'est assez intéressant parce que historiquement, en fait, le constructeur de ce robot nous a contactés en nous disant on a conçu un robot pour faire ce ramassage de lisier, sauf qu'au niveau algorithme, ça ne fonctionne pas. Et donc, il se perdait, il n'arrivait pas à exécuter sa tâche. Donc, en fait, on a repris le robot au niveau matériel. On a dit, il faut rajouter un capteur supplémentaire, une centrale inertielle. On a rajouté un petit peu de capteur pour l'instrumenter. Et en fait, on a envoyé un pseudo-robot qui était en gros essentiellement téléopéré dans les étapes, dans différentes étapes pour faire de la collecte de données. C'est-à-dire que ce robot, il a enregistré des jeux de données où on voyait ce que voyait le LIDAR, ce que faisait l'IMU, les commandes qui étaient envoyées. À partir de ça, on a pu travailler, entre guillemets, au bureau, beaucoup plus facilement, sur ces jeux de données, afin de mettre en place des algorithmes de cartographie, de localisation, en se reposant sur des composants existants, puisqu'il y en avait, et en créant des nouveaux composants quand les performances n'étaient pas au rendez-vous. On a pu réutiliser la couche de navigation qui a été présentée tout à l'heure, donc tout un ensemble d'algorithmes de planification de trajectoire, d'évitement d'obstacles, etc., qui a pu être exploité pour faire la trajectoire de ce robot. On a réutilisé là aussi, vous pouvez reconnaître un peu une vue AirViz à l'intérieur d'une interface graphique dédiée. Donc là aussi, on gagne beaucoup de temps puisqu'on récupère une interface graphique complexe. On ne voit pas tout, mais ici, il y a les lidars qui sont représentés, il y a beaucoup de choses qui sont représentées sur cette interface graphique, plus la partie vraiment métier qui sert à l'opérateur, puisque là, pour le coup, c'est vraiment un opérateur qui n'est pas du tout formé robotique qui va exploiter cette interface. Et là aussi, un des gros avantages de ROS, c'est qu'on a pu très facilement basculer de capteurs. Par exemple, les premiers lidars qui étaient dessus n'étaient pas forcément super qualitatifs. Donc, on a fini par sourcer d'autres modèles de lidar et qu'on a pu changer. C'était vraiment quasiment plug and play. C'est-à-dire, on met le driver correspondant et tout le reste de la chaîne fonctionne directement. Du fait que justement, le driver est standardisé pour ROS.
Et un autre projet qui est intéressant aussi, donc là, c'est vraiment un robot qu'on conçoit, nous, de A à Z, au niveau mécanique, électrique, software. C'est un robot de sûreté qui va se promener sur des sites industriels, faire des rondes, détecter des intrusions, des départs de feu, et faire aussi de la maintenance préventive en allant inspecter différents points de contrôle au niveau de la température, au niveau de la présence aussi de signalétique de sécurité, par exemple. Et là aussi, on s'est basé sur ROS pour pas mal de choses, tout ce qui est cartographie et localisation. Là aussi, on a réutilisé des paquets plus ou moins standards, d'autres qu'on a dû modifier, qu'on a réadaptés. Tout ce qui est planification de trajectoire et navigation, là aussi, c'est la même couche de navigation qu'on a utilisée que dans le projet précédent, avec des spécificités, parce que par exemple, ça, c'est un robot qui a une mobilité qu'on appelle double Ackermann. C'est un peu comme une voiture, c'est un simple Ackermann, il y a juste vos roues avant qui vont basculer, et lui, c'est les roues avant et arrière qui vont pivoter en symétrique. Et la navigation, la mobilité est un peu plus complexe, donc heureusement, il y a des algorithmes qui étaient déjà fournis dans l'écosystème ROS qu'on a pu exploiter, ajuster un peu pour notre besoin. Et on a pu aussi assez facilement s'intégrer avec des algorithmes d'IA, notamment du deep learning pour de la vision, pour faire de la détection de personnes, la détection des aspects métiers qui nous intéressent. Juste une petite vidéo pour vous illustrer. Je coupe le son, je crois que c'est trop fort. Bon, juste pour vous illustrer un petit peu à quoi ressemble le robot et comment il se comporte. Donc, il a une tourelle avec un pan tilt qui porte deux caméras, une caméra RGB, une caméra thermique. Au niveau capteur, il va avoir aussi un lidar, donc c'est la partie bleue que vous voyez un petit peu en dessous, un lidar 3D. Il va avoir une centrale inertielle, un capteur GPS. Il a travaillé notamment dans les postes sources ce que vous avez vu juste précédemment pour inspecter en fait par exemple des problèmes d'échauffement potentiels qui peuvent apparaître sur les lignes de conversion d'électricité. Du coup, grâce à ces capteurs, il va être capable de détecter les obstacles, détecter les personnes et déterminer s'il y a lieu de déclencher une alerte ou pas selon l'emplacement. On travaille aussi sur des algorithmes pour détecter si les installations de sécurité sont présentes, si les grillages ont été endommagés. Ça, c'est un des algorithmes sur lesquels on travaille actuellement, par exemple. Il va pouvoir vérifier aussi si des portails ont été ouverts ou si une porte a été ouverte et laissée ouverte alors qu'elle devrait être fermée à certains horaires. Voilà, tout un ensemble de fonctionnalités métiers. Et donc tout ça, on a pu le développer en exploitant l'écosystème ROS, en adaptant les choses existantes pour que ça corresponde à notre besoin. Et ça fait vraiment gagner beaucoup de temps dans ce développement. Je vous passe un peu la vidéo puisque je crois que le temps est court. Voilà. Alors juste pour faire un petit point sur ce qu'on a trouvé nous comme avantage à ROS, c'est vraiment un énorme gain de temps sur les développements logiciels parce qu'il y a beaucoup d'aspects de la robotique qui sont complexes à faire et pouvoir se reposer sur des librairies qui sont déjà existantes, qui ont été éprouvées aussi par beaucoup de personnes, c'est vraiment un énorme gain de temps. Il y a un très bon support de beaucoup d'équipements, de capteurs d'actionneurs, de bases mobiles, de bras. C'est très facile du coup de basculer d'un capteur lidar à un autre capteur. Enfin, ça permet vraiment d'ajouter de la flexibilité matérielle. Et c'est très facile aussi, il y avait la question tout à l'heure, de rendre un équipement ROS compatible. Si vous savez programmer un peu, que vous avez une librairie qui permet d'utiliser l'équipement, c'est juste une forme de packaging en quelque sorte. Donc c'est très vite fait de rajouter des capteurs, des actionneurs. Je ne sais plus si ça avait été dit, mais en termes de langage, ce qui est utilisé principalement dans ROS, c'est du Python et du C++. On peut aussi l'étendre vers d'autres langages, Java, etc. Mais principalement, ça va être ça. Les outils de développement sont vraiment très pratiques. Donc Hervis, que vous avez pu voir à plusieurs reprises, qu'on peut étendre aussi de plein de manières. On peut rajouter ses propres visualisations, on peut tout changer. Les ROSBag sont vraiment un outil fabuleux, c'est-à-dire qu'on va enregistrer des jeux de données, on va être capable de les relire, retravailler plusieurs fois des algorithmes de cartographie, de navigation, de détection, enfin un peu tout ce qu'on veut. C'est vraiment très confortable comme outil. Ça permet aussi justement d'échanger facilement, c'est un peu tout l'aspect modulaire de ROS aussi qui permet ça, d'échanger facilement avec d'autres roboticiens ou avec des prestataires qui vont créer des composants robotiques. Parce que vous pouvez leur dire, moi je veux un ROS, un programme ROS qui prend telle donnée en entrée et je veux telle donnée en sortie. Et voici des enregistrements, des jeux de données qui correspondent aux situations qu'on a pu observer. Et c'est beaucoup plus facile comme ça de définir un cahier des charges, d'échanger sur les données à traiter et d'avoir des métriques en fait de performance aussi là-dessus. Il y a un point aussi qui n'a pas été trop évoqué, mais ROS est un peu nativement orienté réseau, c'est-à-dire qu'on peut très facilement distribuer les composants logiciels sur plusieurs machines, ce qui a des gros avantages dans certains cas, parce qu'on va avoir des robots, par exemple, il y a un PC central qui fait un petit peu le traitement en général, et puis on va avoir des PC avec des GPU intégrés pour
des traitements de vision particuliers, puisqu'ils ont besoin de puissance de calcul parallélisée et voilà, de composants un petit peu particuliers. Et on va très facilement éclater en quelque sorte les différents nœuds logiciels de notre robot sur ces différentes machines. Et un des gros avantages, c'est qu'il y a les algorithmes qui sont fournis dans la communauté ROS sont vraiment l'état de l'art de la robotique, parce que la plupart de la recherche académique va finalement fournir ces algorithmes sous forme de paquets ROS. Donc c'est vraiment très très pratique d'avoir accès à ce qui se fait de mieux à un instant T sur tous les domaines, que ce soit la cartographie, la navigation, le contrôle. Voilà, ça c'est vraiment un énorme avantage. Et alors les inconvénients, c'est ce qui a été un peu mentionné avant, hein. Donc il y a une petite courbe d'apprentissage du middleware. Bon, c'est pas non plus très complexe. Une fois qu'on a compris, c'est relativement simple. Après, l'autre apprentissage, c'est connaître un peu l'écosystème, savoir quels sont les paquets qui sont un peu pertinents, pas pertinents, de qualité ou pas. Comparé, on va dire, à un code qui serait vraiment un code monolithique dédié à notre robot, il y a une petite perte de performance, c'est-à-dire que le middleware a un petit coût, bien sûr, mais c'est honnêtement très mineur par rapport à… disons que déjà, si on utilise ROS correctement, ce sera vraiment très mineur. Il y a des technologies qui permettent d'agréger un peu tout le monde dans un seul process si on en a le besoin, mais surtout, on y gagne tellement en qualité, en maintenabilité, en qualité du code, que ça vaut largement le prix. Et l'autre inconvénient, c'est un peu la qualité variable des packages qu'on va trouver dans la communauté, puisqu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Il y en a qui sont très mainstream, donc il y a vraiment beaucoup de gens qui s'en servent, ils vont évoluer très vite et on connaît leur qualité, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des retours dessus. Il y en a, comme disait Johan, il y a une personne qui a codé un Euros pour faire tel traitement, et puis finalement c'est le seul à s'en servir. On tombe dessus un jour, on se dit ah, ça tombe bien, c'est mon cas d'usage, on le récupère, il est plus ou moins qualitatif. Mais c'est le principe de la communauté aussi, hein, c'est-à-dire que si on améliore, on peut recontribuer à la communauté si on le souhaite. Et il y a des initiatives telles que ROS Industrial qui s'occupent justement de fédérer un petit peu les développements sur certains packages pour garantir que leur usage, que leur qualité va répondre à des standards industriels. Voilà, c'était à peu près tout. Et je voulais juste vous mettre une petite vidéo, c'est plus en fond pour illustrer. C'était pour les 10 ans de ROS Industrial, où ils ont fait un petit medley de plein d'usages différents de ROS, voilà, plus ou moins recherche, plus ou moins industrie. Vous allez voir différents cas d'usage. Vous allez reconnaître vous allez reconnaître un petit peu partout du AirViz, parce que tout le monde se sert de ça comme outil de visualisation. Donc, si je comprends bien, Philippe, au final, ça peut être très bien adapté pour nos industriels, quelle que soit la taille, pourvu qu'on s'y prenne de la bonne façon et qu'on soit accompagné par le bon expert. C'est un peu ça, c'est-à-dire que si pour un industriel qui n'a pas vocation à faire du développement robotique, lui, en interne, utiliser des sociétés qui font de la prestation robotique pour développer l'applicatif qui les intéresse, c'est tout à fait possible. Et si ensuite, justement, c'est un peu un des avantages de ROS, c'est que du coup, si on souhaite faire travailler d'autres prestataires, c'est beaucoup plus facile du fait de l'aspect modulaire, de la standardisation, de demander à un prestataire, voilà, moi je veux juste ce bout de fonctionnalité ou ce bout de fonctionnalité. C'est beaucoup plus facile d'échanger, de cadrer les développements. Très bien. Et justement, si les participants, vous avez été convaincus ou la présentation a éveillé votre curiosité, n'hésitez pas à revenir vers nous, parce que nous pouvons vous mettre en relation avec cet écosystème de prestataires ou des experts issus de différents horizons pour vous aider de façon personnalisée par des formations notamment aussi, ou des conseils ou des mises en relation par rapport à votre besoin précis. Donc, je vous remercie tous d'être restés jusqu'au bout, celles et ceux qui sont restés. Merci beaucoup à Johan et à Philippe pour ces présentations intéressantes. Je pense que le support pourra être partagé après pour que vous puissiez reconsulter si besoin. Et vous avez nos contacts aussi, n'hésitez pas, soit moi, soit Johan, soit Philippe et mes collègues. On échangera bien avec plaisir avec vous après cette présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, on avait une question. Ah, je suis encore là, je peux répondre. Vous voyez, Philippe, réactivité des constructeurs sur drivers et modèles périmètrés de ROS. C'est très variable, hein. En fait, alors, on va dire les constructeurs qui sont vraiment orientés industrie, typiquement bras manipulateurs, ils n'ont pas un gros business sur ROS, parce que c'est plutôt académique, donc c'est des petits volumes. Donc ils ne sont pas forcément
Ils vont pas forcément pousser là-dessus. Mais en général, il y a la communauté qui prend le relais de toute façon. Donc, sur quasiment, il y avait la question tout à l'heure, hein, sur quasiment tous les bras manipulateurs, il y a des packages qui existent déjà pour piloter Universal Robots, Yaskawa, etc. Et qui ne sont pas forcément faits par le constructeur, mais qui sont quand même fonctionnels. Et pour la pérennité de ROS, ça fait déjà une bonne dizaine d'années, voire 15 ans que ça dure. Ça a vraiment pris le pas, comme l'a dit Johan. Il y a d'autres middleware concurrents, mais au final, ils sont devenus très anecdotiques. Tout le monde a convergé sur ROS. Et souvent, il y a même des ponts entre des middleware existants et ROS, parce que les outils sont tellement qualitatifs qu'on préfère basculer dessus. Donc, je ne m'inquiète pas trop sur la continuité et sur la pérennité. D'autant plus que justement ROS 2, qui a été rajouté récemment, enfin l'évolution majeure récente, vise vraiment l'aspect industriel en rajoutant les aspects qu'a mentionné Johan, de qualité de service, de sécurité, d'authentification, et de temps réel aussi. C'était une des demandes des industriels qui n'était pas trop adressée dans le ROS 1. Donc je pense que l'avenir va être bon pour ROS. Un très beau mot de conclusion, Philippe.